Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais me mettre en plein écran. Voilà. Désolé pour le léger retard. Je viens juste d'arriver du travail. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Tous déjà pas mal nombreux pour cette 27e live. Nous avons bien entendu encore beaucoup de choses à nous dire et aujourd'hui un live qui va certainement vous intéresser et qui va répondre à quelques questions qu'on nous a déjà posées sur les lignes de jeu et trajectoires et aussi, je règle un peu ma caméra, voilà, et aussi sur des suppositions qu'on vous avait faites sur le fait d'être précis, régulier sur les lignes de jeu, les trajectoires. Donc, on vous a préparé encore, j'espère, un super live qui va vous aider effectivement à mieux comprendre le système de visée et également de moins vous mettre la pression, parce que généralement quand on manque de précision, de régularité, non seulement bah, ça vient d'un volume d'entraînement, comme on va le voir, mais aussi d'un point de vue psychologique et mental, c'est qu'on a toujours tendance à essayer de bien faire, de s'appliquer, et notamment d'être dans des objectifs de résultat, notamment à faire le STRAC, et on va voir par quels moyens ça peut, ce système de visée dont on va vous parler, avec mon ami GG, que je vais bientôt accueillir, comment permettre de pouvoir être beaucoup plus régulier et notamment être précis, mais c'est une conséquence, hein, la précision, sur un système qui évite trop de se mettre la pression. Voilà, je vois que vous êtes déjà très nombreux, ça fait plaisir. Merci à vous. N'hésitez pas à partager pour que le maximum de personnes voient, parce que ça va pouvoir les aider et les mettre en confiance. Salut GG. Hello! J'espère que tout le monde va bien. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Oui, oui, oui. Bon, j'ai encore un petit pansement, mais ça avance. Bon, bah, tant mieux. Voilà, on a déjà beaucoup de monde au rendez-vous. Il y a déjà une cinquantaine de personnes qui nous regardent, et peut-être un petit peu plus. Et aujourd'hui, comme j'avais introduit, comme tu as dû entendre, si tu veux, sur aujourd'hui la thématique des lignes de jeu, donc qui va être super intéressant, qui va aussi beaucoup vous aider sur le moyen de mettre la boule sur votre trajectoire sans être confronté à la problématique du résultat. Voilà, et il est déjà, JP, oui, il est déjà 18 heures et ça fait déjà 15 jours qu'ils sont passés. Voilà. Et Donc, voilà. alors, la thématique, voilà pour le sommaire. Et un petit rappel avant de débuter sur cette nouvelle thématique, un petit rappel de ce qu'on a appris déjà la semaine dernière. Donc là, on est sur une thématique, on a vu l'arsenal, on a vu les villages, et maintenant on voit les méthodologies d'adaptation sur. Alors, on a vu sur les pistes à zéro et maintenant sur l'évolution du village, donc pendant le jeu. Et ce qu'on a vu la dernière fois, on a parlé des angles d'attaque et pourquoi en fait il fallait avoir un angle d'attaque qui permettait d'augmenter la scorabilité selon différents degrés d'entrée dans la poche. Donc des trajectoires droites, ça fonctionne pas, ça peut fonctionner, mais c'est pas là où on va avoir le plus de marge et le plus de confiance parce qu'il va falloir être précis, régulier. Et puis, on vous a expliqué aussi les trois phases de réaction de la boule sur la piste, avec la phase de glisse, la phase de casse et la dernière phase qui est la phase de roule, qui est la phase qui est la plus proche des quilles, avec deux trajectoires qui sont plutôt en ligne, qui sont sur la phase de glisse et sur la phase de roule, et puis une trajectoire qui va être plus ou moins angulaire, en courbe en tout cas, sur la deuxième phase, la phase du milieu, la phase de casse. Voilà. Quelque chose à rajouter que j'aurais oublié, GG, sur ce qu'on a appris la semaine dernière? Bon, ce qui était le point que je voulais développer, surtout sur les angles d'attaque, c'était montrer pourquoi on laissait la 10, hein, Ouais. de façon à ce que les gens comprennent bien pourquoi ils laissent la 10, que c'est pas de la malchance, que c'est simplement l'endroit d'arrivée de la boule dans les quilles qui fait que vous avez plus ou moins de chances de laisser la 10. Et c'est vrai que c'est pas très facile à discerner, puisqu'on est à 20 mètres des quilles.
Et ça se joue sur une largeur d'1 pouce, c'est-à-dire 2 centimètres et demi. Hein, des fois un demi-pouce. Donc vraiment, il faut travailler cette vision, cette partie de la qui-une qui reste une fois que la boule est dans la poche pour comprendre pourquoi on laisse la 10. Si on ne voit pas beaucoup de la une, on a toutes les chances de faire strike. On est sur la latte 17,5. Par contre, si on voit un peu plus du ventre de la une, on a toutes les chances de laisser à 10. Il y a une première question directe d'Éric Pinson qui nous dit qu'on salue, qui nous dit: pouvez-vous également expliquer rapidement le 8-10 et le 7-10? C'est pareil, hein, c'est une conséquence. Bon, le 8-10, on ne le voit plus beaucoup aujourd'hui. Par contre, le 7-10, mi-poche, oui, ça arrive. Hein, c'est pour les mêmes raisons. Hein. Déjà, la 10 reste. Et après, comme vous êtes un peu large dans la poche, et bien la 7, elle ne tombe pas. C'est pas une boule pleine. Hein. Non, pas à contrario peut-être du 4-9 aussi qui peut arriver assez souvent avec les boules réactives et les boules agressives, avec un angle d'attaque qui est important par contre. C'est une boule plus pleine hein, qui rentre, qui arrive un petit peu trop pleine et qui subit pas suffisamment de déflexion. Donc comme elle est pleine, la 2 ne prend pas la 4 et la boule ne prend pas la 9. C'est-à-dire que la boule, elle passe à gauche de la 9 dans ce cas-là. Voilà. Et pour le 8-10 ou pour le 7-10, Eric, tu as déjà une première explication de la quille 10. Tu vois, la quille 10, c'est la quille 6 qui fait pas son travail, qui tourne autour de la quille 10. Et donc, ça veut dire que la quille 3, elle est touchée un peu pleine, ce qui fait que la quille 6 est touchée fine. Donc là, tu as l'explication de la quille 10. Ensuite, viennent se rajouter la quille 7 et la quille 8. Et pour moi, un des éléments, parce qu'il y en a plusieurs, hein, parce que déjà le premier élément, c'est peut-être la position des quilles sur le pin deck, hein, si elles sont plus ou moins mal placées. Mais aussi un des éléments majeurs, tu me dis ce que tu en penses, hein, GG, c'est par rapport à l'énergie de la boule quand elle tape dans les quilles, quand elle arrive dans la poche. Et notamment si c'est une boule qui a encore de l'énergie à revendre, c'est-à-dire qui est pas encore tout à fait en phase de roule, ou alors à contrario, c'est une boule qui a roulé trop tôt et ou la 5, parce que quand la boule va toucher la quille 5, la 5 va être envoyée sur la quille 7, ou c'est la 4 qui va faire tomber la quille 7. Donc là, une des deux quilles ne fait pas son travail. Et donc, généralement, ça peut être dû par rapport à une problématique de phase de réaction de la boule sur la piste. Et soit la boule, elle arrive avec moins d'énergie, ou elle arrive encore c'est pas mise en roule assez tôt ou trop tôt, et donc l'impact ne favorise pas. Mais dire les 7-10, on n'en voit pas souvent. Ça peut arriver, certes, mais ça arrive. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, la gestion elle est plus sur la quille 10 que 7-10. C'est-à-dire quand on a 7-10, on le voit sur les pros, hein, notamment, il est 7-10. Mais effectivement, c'est malheureux parce que ça fait un trou obligatoirement. Donc derrière, il y a pas de fermeture possible ou très rare. On l'a vu sur le US Open là, notamment avec le jeune qui a réussi à fermer 7-10. Mais si vraiment on laisse des 7-10 tout le temps, là, faut changer de boule. Là, il y a une grosse problématique. Et si tous les joueurs laissaient des 7-10, ça veut dire que là, il n'y a pas une problématique sur le matériel, mais il y a une problématique sur l'environnement. C'est-à-dire que les pistes de huilage. Le spotting, ouais. Voilà. Donc là, il peut y avoir effectivement un problème de spotting. Tout à fait. Enfin, normalement, si on laisse la 7, c'est que la boule n'est pas dans la poche. Sinon, comme au domino, les 4 quilles partent, la 1, la 2, la 4, la 7. Donc, c'est que vous êtes large dans la poche et c'est pour ça que vous laissez la 10 et c'est pour ça que vous laissez la 7. Mais la plupart du temps, on laisse que la 10. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Il y a Henriette qui nous dit: j'ajouterai le 6-10. Donc là, c'est pas un split, hein, c'est un spare qui est assez facile à réaliser et sur lequel il faut vous entraîner. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. On a déjà fait un live sur les spares et expliqué qu'il fallait maîtriser le 6-10 et 3-6-10 parce que c'est un spare qui arrive souvent. Et moi, je répondrai
tout simplement les problématiques de sphère associée. Comment éviter de tailler la 6 sur un 6-10? Eh ben, c'est déjà un exercice tout simple, c'est déjà d'arriver à maîtriser, à enlever la quille 6 toute seule. C'est-à-dire, c'est si tu es capable à l'entraînement d'enlever la quille 6 toute seule, ben après, tu vas être capable d'enlever 6-10 assez facilement. Voilà. Bon, c'est souvent parce que c'est pas assez croisé, hein. Ouais. Hein, si Ouais. vous jouez troisième flèche 6-10, le fait est que vous avez beaucoup de chances de couper la 6. Maintenant, si vous jouez quatrième ou cinquième flèche, faudrait vraiment être malchanceux ou que la boule rentre à la fin pour couper 6-10. Ouais. Alors, donc au sommaire, ligne de jeu et trajectoire, et donc plus précisément, ça fait partie des ajustements. C'est un des éléments des ajustements physiques et tactiques. Et donc dans les éléments tactiques, il y a les lignes de jeu Voilà. qu'on développera. Et donc pour montrer rapidement, donc là on voit Norm Duke, c'est une vidéo qu'on a déjà vue. Donc là, il y a non seulement des ajustements tactiques, mais il y a aussi des ajustements physiques qui sont notamment la vitesse de boule, le lâcher. Pourquoi? Parce que les pistes, elles ont beaucoup de friction et donc il est obligé de jouer comme ça. Et seul le changement de boule ne suffit pas dans ce cas-là, parce qu'on est sur un cas un peu extrême, suffit à performer. Et donc, dans les ajustements, on le verra plus tard sur d'autres lives, on va pas en parler aujourd'hui, mais les éléments du jeu physique vont être la vitesse de boule, le nombre de rotations et l'angle de rotation, l'axe de rotation, la profondeur de pose sur lequel on peut jouer près, on peut jouer moyennement, on peut jouer plus loin, donc ça modifie la réaction de la boule sur le piste, et puis l'angle du tilt, ce qu'on appelle l'axis tilt. Donc ces éléments-là, c'est des éléments d'ajustement du jeu physique qu'on va pouvoir, qu'il faut s'entraîner à faire à l'entraînement pour augmenter ses compétences d'adaptation. Bon, Et aujourd'hui, sachant quand même, Eric, que l'ajustement du tilt, c'est vraiment le plus difficile, hein, et en ouais, général, c'est un ajustement qui est pas très utilisé, à part pour vraiment des pros qui sont capables de changer leur tilt. Mais ouais, c'est et puis le plus difficile, hein, des 5. ouais, et qui a très peu d'influence, enfin qu'on a, mais très peu d'influence, ça vaut pas la peine de se consacrer à essayer de changer son titre par rapport à un ajustement comme la vitesse de Voilà, boule le plus qui important, c'est la vitesse, hein, c'est ouais. celui qui a le plus d'influence sur la trajectoire de la boule. Et donc aujourd'hui, donc on va vous parler des lignes de jeu. Alors les lignes de jeu, ça on l'a déjà vu, on l'a déjà évoqué notamment sur le live des huilages. Les lignes de jeu déjà varient en fonction de la longueur du huilage. Plus vous allez avoir un huilage qui va être long, comme vous voyez à droite, et plus on va jouer sur le milieu de la piste, parce qu'on a une zone sèche qui est vraiment très très courte. Donc il ne faut pas que la boule elle sorte loin dans la sortie du huilage de la poche, sinon on va avoir du mal à revenir dans la poche. Et à contrario, comme vous le voyez à gauche, sur un huilage court, on a une zone sèche qui est beaucoup plus grande. Donc là, si la boule elle sort au milieu de la fin du village, ben là, en fait, elle pourra pas aller dans la poche parce qu'il y a trop de zones de friction et généralement, elle va passer à gauche. Donc, on va plutôt éloigner la Ouais. zone de sortie et donc la ligne de jeu. Et puis, on a entre les deux ben, les villages médiums, c'est ce qu'on va trouver sur nos championnats nationaux, notamment avec le village Montréal, qui revient assez souvent. Donc, des villages entre 38, 39, 40, 41, 42 pieds, où là, on va jouer sur la zone entre la deuxième et la troisième flèche. Et donc, qui amène au fur et à mesure peut-être plus de difficultés parce qu'en fait on a une large exploitation des lignes de jeu et donc il y en a qui vont jouer à droite, il y en a qui vont jouer au milieu et il y en a qui peuvent jouer très très haut, donc ça fait en fait des évolutions de pistes qui peuvent être pas très logiques et en tout cas plus difficiles au fur et à mesure que l'on joue. Voilà. Et là, on va vous montrer une petite vidéo que certains ont déjà vue. Donc, c'est un village à 40 pieds. Donc, vous avez Kelly Kulik à gauche et puis Marshall Kent qui est à droite. Et vous allez voir au fur et à mesure des parties, en fait, leur évolution. Alors, ils vont changer les trajectoires et puis à un moment donné, ils vont aussi changer de boule.
Alors, je ne sais pas si je suis en grand écran. Je vais me mettre en grand écran. Voilà, Ouais. on voit mieux. Alors, la première partie. Bon, Kelly Kulick, elle joue plus à droite que Marshall, Kent. Ouais, en fait, je vais t'annoncer quelque chose, GG. Donc là, il y a eu un changement de boule. Oui. Parce que je suis étonné qu'il joue déjà si haut. Mais enfin bon, ça n'a pas d'importance. Mais remarquez que Marshall Kent était très fléchi et regardez maintenant, il est beaucoup Ouais. plus redressé parce qu'il lofte la boule, il faut qu'il la pose plus loin, parce qu'il faut qu'il passe au-dessus de la gouttière. Et là, il reste pratiquement debout, vous voyez, pour pouvoir l'envoyer encore plus loin, parce que son pied est au milieu du capot central. Hein. Ouais. Donc la première partie, on voit des lignes de jeu. Donc Marshall Kent, il est déjà très très haut. Ouais. Kelly Kulick, elle est aux alentours de la de et demi à peu près. Là, Kelly Kulick, elle a déjà monté au bout de la deuxième partie. Marshall Kent, on voit pas sa position d'arrivée. Sur la troisième partie, elle est encore montée, Kelly Kulick. Marshall Kent aussi, elle est montée. Et non seulement elle est montée, oh pardon, j'ai été trop vite. Je reviens sur la troisième partie. Mais il me semble sur la troisième partie, oui, qu'elle le change de boule, Kelly Kulick. Voilà. Donc elle a fait deux ajustements, elle est montée et elle a changé de boule. Donc là, Marshall Kent, il est vraiment très très haut. Et à la cinquième partie, Marshall Kent, il est déjà devant le rebond de boule. Là. Ouais. Et Kelly Kulick, elle est encore montée. Et la cinquième partie, la sixième partie, non seulement il est devant le rebond de boule, mais en plus il va la lofter. Voilà. Il Il va la l'envoie aux poser flèches. dessus. Voilà. Alors par contre, au fur et à mesure qu'ils montent à gauche, il faut qu'ils augmentent l'axe de rotation. Hein, parce qu'il faut que la boule elle revienne. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, les fameuses trajectoires. Donc, qu'est-ce qu'une trajectoire? Eh ben, c'est une trajectoire, c'est une trajectoire droite en fait, et ces trajectoires droites, elles passent par deux points. Donc, exemple, une ligne de jeu, on voit des lignes de jeu 19-15, 15-12. Donc ça, généralement, ça montre le premier chiffre montre la pose de la boule à la ligne de faute. La boule est posée 19 pour le cas de 19-15 et 15, c'est la boule, le passage au niveau des flèches. Donc, Oui. si vous continuez cette ligne, cette trajectoire-là, donc voilà quelques exemples. Vous avez à gauche 35-18 comme ligne de jeu, au milieu 18-14, et puis à droite complètement, vous avez une ligne de jeu 10-10 qui est plutôt en ligne. Quoi. Euh, Ce qui est intéressant, on peut faire un petit questionnaire rapide comme ça, prendre 3-4 minutes. La question elle va être quel serait pour vous, quel pourrait être le type de ratio sur le village de gauche, par exemple. Donc on vous laisse réfléchir 30 secondes. Est-ce que c'est un ratio qui est bas ou est-ce que c'est un ratio qui pour vous serait élevé? En théorie, hein, bien entendu. Comme ça me laisse le temps de manger un petit chocolat. Donc, personne ne veut me répondre? Ah, ça n'a pas l'air de. Bah, enfin, moi, je ne vois pas les réponses, mais. Alors, Joël qui nous dit ratio bas, Yvon qui nous dit un ratio élevé, Eric ratio élevé, Cathy ratio élevé, Thierry ratio élevé, Jean-Marc un ratio bas pour Thierry Duval, qu'on salue. Vedran, il y a des gens du collectif ce soir. Il y a des Wow. jeunes, j'ai vu leur arrivée. Donc Vedran, ratio élevé, Jean-Luc ratio élevé, Fédération française de bowling et sport de quilles élevé, ça c'est pas moi qui ai répondu. Je pense que c'est Aïda et j'en profite pour la saluer, la remercier encore une fois
pour les flyers qu'elle fait. J'aurais juste un petit message parce que Aïda, en fait, maintenant, regarde les lives. C'est une maline. Et elle fait du vélo chez elle en même temps. Donc sur son vélo, elle regarde les lives. Donc on l'encourage bien fort à faire son activité physique. Et tu peux mettre la vitesse un peu au-dessus parce que si tu es capable de répondre, ça veut dire que tu dois quand même y aller doucement. Voilà, petite boutade. Donc bas, élevé. Ok, merci pour vos réponses. Maintenant, on va changer le village complètement de droite. Donc il y a beaucoup plus d'élevé que de bas sur le premier. Donc là où c'est marqué outside line, avec une ligne de jeu qui serait de 10-10, à votre avis, quel pourrait être le village qui pourrait correspondre à ce type de ligne de jeu? Plutôt élevé ou plutôt bas? Deuxième question et dernière question. Alors, Yvon, bas. Joël, ratio moyen. Jean-Luc, Bourg, bas. Village, court, ratio bas. Bas. Jean-Marc, élevé. Philippe, village court. JP, ratio bas. Moyen, bas. Joël, 5 pour 1. Il nous le précise. Nio dit bas, j'en sais rien pour Cathy. Sandrine, bas. Thierry, moyen, moyen. Un petit message pour Aïda de José. Bonsoir Aïda, je pédale également. Bon courage. Sergio, un ratio bas. Galad, un ratio bas. Ok. Donc, ce qu'on pourrait dire, à plat moyen, Patrick. Ok, merci pour vos réponses, c'était intéressant. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, en fait, c'est une compréhension de, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui interviennent sur la trajectoire de la boule. Mais quand on parle de village, si on prend le village de gauche, on voit qu'il peut y avoir une trajectoire importante, donc je peux l'écarter, même si c'est pas tout à fait juste hein, sur le croquis, mais là je peux l'écarter, la boule revient. Donc on aurait plutôt tendance à dire que c'est un village moyen avec un ratio assez élevé en fait, parce que je peux sortir la boule et la boule revient avec un angle d'attaque qui est assez important. Si on prend le village de droite, alors effectivement, vos réponses sont bonnes sur un village court parce que là, en fait, on joue des lignes de jeu qui sont plus à droite, donc comme on a vu tout à l'heure. Sauf qu'on peut s'apercevoir quand même que la ligne de jeu, elle est quand même assez serrée. Il n'y a pas beaucoup d'angles d'attaque. Et là, on peut penser, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voir la compétition de l'US Open avec un village à plat. On a bien vu les trajectoires sont vraiment très, très droites et pourtant il y a des joueurs qui ont beaucoup de vitesse, qui ont beaucoup de rotation et même Belmonte, s'il jouait que c'est pas qualifié, il jouait vraiment à droite, tendu avec des trajectoires où il y avait pas beaucoup de trajectoires justement. Et donc là on est plutôt sur un ratio bas. Ça peut être aussi un village court, mais vu la forme de la trajectoire, parce que le village court, Non. on peut sortir, ouais, la sortie du village elle est vraiment trop haut pour un court là ici. Et si vous mettez un village court là, la boule elle risque d'aller à gauche parce qu'il y aura plus de zones de friction et plus d'angles. Ça peut être un village médium hein, à plat. Voilà, tout à fait. Merci pour vos réponses, c'était super intéressant. Et donc là, bah voilà, pour revenir sur la thématique des lignes de jeu, là vous voyez différentes lignes de jeu avec 35, 18, 18, 14, 10, 10. Voilà. Il peut y avoir d'autres repères, par exemple, là on vous en a donné d'autres, où il y en a qui vont jouer plutôt la zone de break. Donc là, sur l'exemple de gauche, vous avez un 35-10, un 18-12, un 10-10. Mais généralement, celle qu'on utilise le plus, c'est, je pense que tu vas être d'accord avec moi, GG, c'est vraiment la boule à la pose et le passage au niveau des flèches. Bah, c'est le plus utilisé, mais c'est peut-être pas le plus efficace. Non, mais c'est le plus utilisé.
Après, alors je regarde s'il y a. Oui, après, il peut y avoir d'autres méthodes encore, hein. C'est Et pour ça que puis, suivant le coach, c'est pas facile de savoir ce qu'il veut dire parce qu'ils utilisent tous une définition de ligne de jeu avec deux chiffres. Il y en a qui parlent de la pause et du repère aux flèches, et puis il y en a d'autres qui peuvent parler de la flèche et du break, ou de la pause et du break. Enfin bon, vous voyez, suivant les coachs, ça peut être différent. ouais. Ben alors dans ce cas-là, il faut bien poser la question, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis 18-15, tu me parles de quoi, quoi. Voilà. Voilà, donc il y avait une petite remarque de Philippe qui nous disait tout dépend des RPM, ben, tout dépend du jeu du joueur, des RPM, de la vitesse de rotation, de la boule utilisée, il y a tellement de paramètres. Et puis Henriette qui nous dit ça dépend aussi de la quantité du volume d'huile. En effet, il y a tout un tas de paramètres à en prendre en compte. En tout cas, on verra aussi dans les ajustements que un des moyens de connaître la pose de sa boule, c'est de vérifier la position du pied à l'arrivée. Et de connaître son écart boule-pied. C'est-à-dire si on a un écart boule-pied qui est important, si on pose la boule loin de la cheville, et ben l'angle, ce qu'on appelle le launch angle, va être différent que si on pose la boule près de la cheville. Donc ça, on aura l'occasion de vous en parler. Et le drift, qui n'est pas un défaut, mais c'est important de connaître effectivement son écart entre la position de départ et la position d'arrivée pour faire le bon choix des trajectoires. Si vous jouez 10-10 et puis que vous avez un écart, donc l'écart c'est le drift de 10 lattes, admettons, ce qui est beaucoup trop, bien entendu, vers la gauche, bah, vous n'allez pas pouvoir jouer 10-10 si vous partez dixième au départ, parce que vous n'allez pas arriver sur une bonne position à la ligne de faute pour pouvoir jouer cette ligne de jeu. Donc, d'où l'importance de, une fois que vous avez lancé la boule, non seulement de rester à la ligne de faute pour observer ce que la boule fait sur la piste, mais aussi pour vérifier votre pied où est-ce qu'il est arrivé à la ligne de faute. Alors, c'est important pour deux raisons. Celle que tu viens de donner, et puis la deuxième aussi qui est importante, c'est pour discerner entre un bon lancer et un mauvais lancer. Parce que quand la boule arrive dans la poche, vous avez eu les bonnes sensations, elle a eu la bonne trajectoire, il faut regarder où vous êtes. Et le lancer suivant, si la boule n'arrive pas au bon endroit, c'est peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas arrivé au même endroit que la boule précédente. Donc C'est ce après, il que ne faut pas essayer de changer de repère ou de non, c'est simplement parce que votre approche n'était pas dans la même direction. ce que nous dit Eric, le drift n'est pas un défaut à condition qu'il Voilà, soit constant, tout tout à à fait. fait. Et puis Henriette qui nous dit l'écart du pied à l'arrivée. Regardez les vidéos de Shannon, elle vérifie à chaque lancé la position du pied et tous les pros le font. Tous les pros le font. Ah non, c'est un C'est, moyen de vérifier. Bah, c'est une constante, hein. C'est la seule chose qui est pas subjective, hein. Le dire je suis passé sur mon repère, c'est subjectif parce que si vous demandez au gars qui est derrière vous, il va vous dire bah non, tu n'es pas passé sur ton repère. Et puis, elle vérifie à chaque lancé, ça c'est intéressant parce que c'est un paramètre qui est contrôlable. Et on va le voir sur la diapo d'après. Qu'est-ce qui est en ma position? Qu'est-ce que je peux contrôler? Donc ça, c'est quelque chose que je peux contrôler, que je peux vérifier. Et il y a des choses que je ne peux pas contrôler, que je ne peux pas vérifier. Et après, pour revenir à la réflexion de Nadine, qui dit quand on regarde les vidéos des pros, il y a une grande différence de tout, ligne de jeu, choix de boule, vitesse, puissance. Euh, Ouais, mais il ouais, y a en des fait, c'est-à-dire, ça aussi, on en a parlé, c'est-à-dire l'évolution des conditions de jeu chez les pros va être différente des évolutions des conditions de jeu, par exemple sur les EBT, qui elles-mêmes vont être différentes des évolutions des conditions de jeu sur nos championnats nationaux, etc., etc. Et les pros, ils ont une certaine logique pour que la scorabilité reste toujours présente. Voilà. Et donc après, les choix de boules, les choix des trajectoires sont effectivement Et elle différents. a raison, ils ont tous des styles un peu différents, mais par contre, ce qu'ils font tous, c'est qu'ils maîtrisent ce qu'ils font. Ouais. C'est des machines, hein. Ouais.
Et donc pour revenir sur cette diapo, en contrôle et hors contrôle, puis après je te laisserai un peu la parole, parce que là j'accapare la parole, mais je te laisserai un peu la parole quand on va aborder les points un peu plus techniques sur le système des visées à 3 points. C'est que les lignes de jeu, il faut visualiser et prendre en compte que la trajectoire droite en fait, que la trajectoire que vous avez définie avec vos 2 points. Gérard va vous l'expliquer après. Mmh. Euh, donc, on a mis quelques remarques. Souvent, le lancer manque de régularité, de précision ou est mal exécuté. En fait, souvent, on va avoir tendance à se dire, ah oui, mais j'ai fait un écart. Ah oui, je suis pas passé sur mon repère. Ah oui, mais j'ai passé la main. Et on a mis après, donc le mouvement est pourtant assez facile à réaliser, à répéter, dès lors que l'on ne s'occupe que des choses que l'on contrôle. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous lancez une boule sur une trajectoire que vous avez définie, vous avez validé votre choix de boule et votre trajectoire, donc vous vous positionnez euh, pour arriver à lancer la boule sur la trajectoire, ça c'est super facile à faire en fait. Choix de la boule, même si des fois on peut se dire ouais, est-ce que ma boule va revenir ou pas revenir, vous l'avez validé, ça c'est dans votre contrôle. Et si vous faites une erreur, c'est pas grave. C'est important les erreurs parce que ça permet de progresser, ça permet de valider ce qui ne fonctionne pas et après de prendre des bonnes décisions. Vous pouvez vous placer assez facilement. Vous avez décidé de votre trajectoire. Par contre, si vous lancez la boule en vous disant, voilà, je veux qu'elle revienne ou j'ai peur qu'elle revienne pas et il faut que ça fasse ce strike, c'est là où la problématique de régularité et de précision va intervenir. Parce que vous êtes plus sur un objectif de processus, mais vous êtes sur un objectif de résultat. Et les objectifs de résultat, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous pouvez contrôler ce que vous allez mettre en place, c'est-à-dire votre positionnement, le choix de la trajectoire, le choix de la boule, et lancer la boule sur cette trajectoire droite, mais le résultat, vous ne pouvez pas le contrôler. Parce que même le robot, qui lui n'a pas d'état d'âme, ne peut pas le contrôler. Le robot, vous le mettez à un endroit, il va lancer 12 boules de suite, c'est pas pour ça qu'il va faire 300 et qu'il va faire 12 strikes de suite. Parce qu'il ne maîtrise pas l'évolution des pistes, l'évolution de la zone sèche, du début de piste, etc., etc. Donc, il est obligé de faire des adaptations et des modifications. Et ça, c'est dans votre contrôle. Être capable de changer de trajectoire, être capable d'observer, être capable de voir mon pied à la ligne de faute, être capable de me positionner, être capable de m'orienter. Et la question qui est d'Eric qui nous dit, pouvez-vous nous donner des astuces pour l'orientation? L'orientation, elle est simple, c'est orienter le haut du corps. Enfin, le plus simple, c'est j'oriente mon corps en direction de ma trajectoire qui est droite. Et on ne parle pas du bas du corps, on parle que le haut du corps. Donc je me positionne et je m'oriente en direction de ce que je vais viser. C'est comme si vous aviez un saut à gauche de vous, bah, vous n'allez pas vous orienter à droite, vous allez vous orienter déjà en direction du saut. Ça, c'est la base, c'est le plus simple. Donc au bowling, c'est pareil. Il faut juste s'orienter en direction de ce que je vais viser. En fait. Et donc, ce qu'on contrôle, bah, c'est tout ce qui est le placement, l'orientation, la visualisation. Ça aussi, ça demande de l'entraînement. C'est-à-dire, je suis capable de visualiser ma trajectoire droite. Et le focus, tout ce qui est la concentration, la respiration, revenir à mes sensations. Ce qui est hors contrôle et ce qui va vous engendrer du stress, de l'anxiété et donc par conséquent des erreurs au niveau technique et après de la frustration, etc. Parce que j'ai raté, le doute, c'est le résultat, c'est le strike ou le spare. Ça c'est hors contrôle. C'est pas vous qui prenez la boule, qui l'emmenez jusqu'à là-bas et qui la lancez dans les quilles et le changement de direction de la boule. Donc ça, il faut surtout pas s'en occuper. Peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut pas vous occuper, en tout cas, lorsque vous avez lancé votre boule, parce que vous ne le contrôlez pas. Et si vous voulez être plus précis, si vous voulez être plus régulier, enlevez-vous de ça de la tête et occupez-vous juste de la trajectoire à jouer. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Et en vert. Quoi? Tout ce qui était en vert et ne pas, enfin, les moyens hein, de faire ça et ne pas se préoccuper du résultat parce que ce qu'il faut faire et que votre corps sait faire. Ouais. Et puis, alors j'ai mis les couleurs en vert et en rouge.
comme le feu vert et comme le feu rouge, quoi. À partir du moment où vous êtes placé, bien orienté, vous avez visualisé, vous avez fait votre routine de préparation, vous êtes focus, vous êtes concentré sur votre trajectoire, et il y a juste ça. Et donc là, le feu passe au vert, vous pouvez y aller. Et dès que vous êtes sur est-ce que ma boule va revenir, est-ce qu'elle va pas revenir, il faut pas que je rate la quille, il faut que je passe bien sur mon repère. Là, le feu il est encore au vert, c'est que vous n'êtes pas prêt. Vous êtes en situation d'anxiété, de doute, vous réfléchissez. Voilà, il faut que le cerveau, le feu, il soit au vert. Donc, ce que vous pouvez faire à l'entraînement, c'est déjà vous entraîner à ce que le feu passe au vert, que vous soyez bien dans le processus. Et à ce moment-là, vous allez avoir une petite lumière verte qui va s'illuminer dans votre tête et là vous dire, OK, là je suis prêt, je suis focalisé, j'envoie ma boule sur la trajectoire, je m'occupe pas du résultat et j'observe qu'est-ce qui se passe sur la piste. Après, je prends des décisions. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Et là, je change de boule, je change de trajectoire, je fais les ajustements. Et une fois que j'ai fait les ajustements, je les valide, je me repositionne, et là, pareil, placement, orientation, visualisation, focus, j'envoie. Et c'est tellement facile, et c'est là où le geste, il devient facile à réaliser et à répéter. Et agréable. Et agréable, tout à fait, GG, parce que simple, parce que facile, parce que moins de pensées dans ma tête, plus de positif, plus de plaisir, etc., etc. J'ai une question, mais ça on y reviendra, et on en avait déjà parlé. Si tu orientes le haut du corps, doit-on marcher dans le sens des lattes ou vers ma direction, donc en biais? Nous, on conseille de marcher dans le sens des lattes, mais d'orienter le haut du corps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qui vous êtes, comment vous marchez. Est-ce que vous marchez parallèlement à la trajectoire de la boule ou bien est-ce que vous marchez droit, c'est-à-dire parallèlement aux lattes? Les deux solutions sont bonnes. Ce qu'il y a simplement, c'est qu'il faut toujours faire la même chose. Hein, aujourd'hui, c'est vrai qu'on marche plutôt toujours droit. Hein, on part d'une latte, on arrive sur la même latte, parce que ça a des avantages. Hein, on verra la prochaine fois pourquoi. Mais les deux systèmes sont bons. Hein, vous ne prenez pas la tête. Simplement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est comment vous fonctionnez, et puis vérifier que vous avez toujours le même drift. Ouais. Il y a Yvan qui vient d'arriver. Je crois que enfin, il doit suivre nos lives, Yvan, c'est la première fois. Donc on lui fait un petit coucou. Et mon frère qui vient d'arriver aussi. Merci à mon frérot qui vient d'arriver. Et la visée. Je te laisse décrire cette. Alors, oui, parce que c'est un truc qui me tient à cœur, la visée. Alors en fait, ouais, quand on vise quelque chose, bah, on a l'œil qui repère une cible, hein, qui évalue une distance, et on essaie d'atteindre cette cible, hein, que ce soit avec un caillou ou simplement lancer une balle à un endroit précis. Maintenant, la visée, c'est un petit peu plus complexe que ça. Hein. Si on prend la ligne de visée au tir, on a une droite théorique qui va depuis l'œil directeur du joueur jusqu'à l'objectif. Mais ça passe, hein, là on prend l'exemple d'un pistolet, par la mire et le guidon. Et donc on se retrouve avec ces quatre choses qui se trouvent alignées. Donc vous avez votre œil directeur, la mire, au bout vous avez le guidon, et tout au bout vous avez la cible. Et il faut aligner les quatre pour atteindre le 10 de la cible. Et donc, vous voyez en bas l'alignement de la mire en forme de U, hein, et le guidon qui est bien centré et qui est à la bonne hauteur. Voilà. Hein. Donc, ceux qui ont fait du tir connaissent ça, hein, par cœur. Et ensuite, à la prochaine diapo, donc ça c'est le principe, hein. Alors, ce qu'on peut dire sur les joueurs de bowling, c'est que malheureusement, ils n'utilisent pour la plupart qu'un seul repère de visée qui se situe au niveau des flèches en général. Hein. Donc, il n'y a plus que l'œil directeur du joueur et le repère qui se situe au niveau des flèches.
Donc, vous n'avez pas une définition précise de la trajectoire. Et en plus, ce repère de visée, il peut fonctionner comme un pivot, c'est-à-dire vous pouvez très bien passer 2 fois de suite sur votre repère de visée et malgré tout être une fois dans la poche et la deuxième fois ne pas arriver dans la poche parce que votre pied n'est pas arrivé au même endroit à la ligne de faute. Donc vous voyez qu'il faut absolument bien définir la trajectoire pour que l'approche soit bien définie aussi. Alors, il y a des joueurs qui commencent à utiliser 2 points. Ça peut être le repère de passage et la latte de pause. C'est déjà mieux, bien sûr, mais ce n'est pas encore tout à fait bien défini comme trajectoire. Donc, il est préférable d'ajouter un 3e repère. Alors, ce troisième... Et pour revenir à la cible par rapport au tir, au pistolet, on a la cible qui est en face et donc on s'aligne par rapport au centre de la cible. Par contre, au bowling, la cible, ça peut pas être la poche. Voilà. C'est en gras en bas, parce que la poche, elle n'est pas en face de la ligne de jeu. Donc, il faut que vous soyez capable d'apprécier la trajectoire que va avoir votre boule, c'est-à-dire le crochet, de combien de lattes il va être. Ça va vous permettre de dire, il faut que j'envoie ma boule dans cette direction, avec le crochet que j'ai aujourd'hui, avec ces conditions de jeu, cette boule et mon lâcher, elle va revenir dans la poche. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez être capable au fur et à mesure d'évaluer. Mais là, pour simplifier le système à 3 points pour le spare, par exemple, là, on voit qu'on a 3 repères. Donc, l'objectif, qu'on appelle point de focalisation, en l'occurrence, c'est la quille 10. D'accord ? On a le repère au niveau des flèches et on a le repère au niveau de la pose. Donc là, notre trajectoire, elle est bien définie. Alors, on verra un peu plus tard que on peut faire des allers et retours pour que le cerveau il comprenne bien dans quelle direction on veut envoyer la boule. Mais là, on n'a plus le problème du crochet puisque la trajectoire, elle est rectiligne. Alors bien sûr, ce qui est important après, c'est l'orientation du corps et du balancier. Alors, on va par exemple jouer une trajectoire 19-15. Donc vous voyez cette trajectoire, elle va passer par la 10e latte au niveau de la latte de sortie. Et si on continue, si on la prolonge, cette trajectoire, elle va vers la quille 10. Donc en fait, dans ma tête, qu'est-ce que j'ai à me dire? Il faut que j'envoie ma boule de strike vers la quille 10, sachant qu'avec les conditions de jeu, la friction et l'effet que je vais donner à la boule, elle ne va pas aller sur la quille 10 une fois qu'elle va arriver dans la zone sèche, elle va tourner et elle va aller dans la poche. Donc, en fait, on joue une trajectoire virtuelle qui passe, on pose la boule, la 19, on passe 15, on fait l'accompagnement, le lancer et l'accompagnement vers la quille 10, et la boule, elle, votre boulot, c'est de l'envoyer sur la trajectoire virtuelle. Et ensuite, la boule et les conditions de jeu vont faire que la boule, elle va aller dans la poche. Et donc là, l'idée, c'est de jouer cette trajectoire droite sans s'occuper de ce que la boule va faire sur la partie sèche. Et donc, si la boule n'arrive pas dans la poche, vous avez simplement à vous décaler après pour que la boule suivante, elle arrive dans la poche. Mais c'est toujours le même principe. On joue cette trajectoire virtuelle. Et c'est un gros avantage au niveau de l'accompagnement. Ça évite les coups de bras parce qu'on veut toujours que la boule elle remonte vers la une. Donc, on a toujours tendance à passer par-dessus la boule, alors que là, on avance le bras vers la quille 10 et pour respecter cette trajectoire virtuelle. Donc, c'est un gage de régularité et de précision. Donc là, on s'aperçoit avec ces croquis-là que de 3 repères, on est presque passé à 4, si on veut. On a toujours le point de focalisation là-bas, la latte de sortie. On commence par définir la latte de sortie. La longueur du village, moins 31. Voilà.
on se positionne sur l'approche dans sa position habituelle et on prolonge pour trouver le point de focalisation. Ensuite, on revient, on repasse par la lasse de sortie, ça nous définit une latte au niveau des flèches, et si on revient vers la ligne de faute, ça nous définit aussi une latte à la pose. Ça va aussi définir à quel endroit on va se tenir sur l'approche. Hein. Mais vous voyez que là, la trajectoire, elle est très bien définie. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui ne se servent pas de la latte de pose, ce qui est dommage parce que si vous ne connaissez pas la latte de pose, vous ne pouvez pas savoir où vous devez arriver à la ligne de faute. Donc, c'est très important d'arriver à définir la latte de pose. Et on verra dans le prochain live comment on mesure son écart boule-pied et comment on définit, comment on mesure son drift pour connaître son numéro personnel, puisque c'est ça qui nous permettra après d'arriver à coup sûr au bon endroit à la ligne de faute pour pouvoir poser la boule sur la bonne latte. Alors, il y a quelques questions. Une qui est un peu hors jeu, qui nous dit quelle est la largeur maxi de l'approche utilisable lors du lancer. Bon, en fait, il y a pas de limite à partir du moment où la boule elle est lancée sur la piste et pas sur la piste d'à côté. Donc, on peut utiliser donc, il y en a qui jouent devant en remont de boule et il y en a qui sont même positionnés à gauche du remont de boule, dans l'extrême, pour jouer. Il y avait un exemple de Belmonte comme ça, où il est joué carrément sixième flèche. Après, il y a Mireille qui nous dit il y a l'œil qui regarde et l'œil qui voit. Effectivement, il y a toujours cette notion d'œil directeur qu'on va privilégier. Alors, vous savez que ça a une importance, cet œil directeur, parce que vous avez des droitiers qui ont l'œil directeur gauche. Donc, en fait, c'est cet œil directeur qui voit vraiment où se trouve le repère. Hein. L'autre œil, c'est celui qui va vous donner la profondeur, la 3D, quoi, en quelque sorte. Et donc là, quand le droitier a un œil directeur gauche, ça change un petit peu la position, hein, l'inclinaison du corps pour que ce soit le bon œil qui soit en face de la trajectoire. Et il y a un excellent exemple, effectivement, ça on l'a tous vu, c'est le rugby. Et ce que nous dit Henriette, si vous suivez le rugby, regardez comment les buteurs font déjà ce que nous cherchons à faire, pas plus, mais surtout pas moins. Effectivement, quand vous les voyez, d'ailleurs c'est assez beau dans le rituel à voir, ils posent le ballon, et là, en fait, ils commencent déjà à regarder les poteaux où ils doivent passer. Et puis après, ils reculent, ils se mettent en position. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent du ballon, ils vont comme ça, ils visualisent en fait la trajectoire. Plusieurs fois, ils font des allers-retours. Et après, ils se focalisent sur le ballon et c'est tout. Ils regardent plus les poteaux. C'est programmé. Ils ont quand même évalué la force du vent. Parce que oui, la distance, la force du vent, tout ça. Ouais. Non plus, hein. Ouais. Comme au golf. Hein. Ouais. Mais effectivement, je visualise ma trajectoire là, et là après, tac, je me refocalise sur le ballon et je tape dans le ballon et après j'accompagne vers ma trajectoire. Ouais. Et il y a Yvan qui nous a fait un petit commentaire. Tu peux également éliminer tous les repères sur la piste en prenant comme repère et objectif une quille, assez efficace sur l'espère. J'espère ne pas être hors sujet. Non, non, tout à fait, Yvan. C'est un bon exercice que vous pouvez faire à l'entraînement, c'est-à-dire de ne pas vous appliquer à viser un repère, mais amusez-vous à regarder la quille et à lancer directement la boule sur la quille. Et pour un peu que après vous jouez avec une boule qui est un peu agressive, vous regardez la quille, vous envoyez la boule sur la quille et vous mettez un peu d'axe, ben la boule elle ira en direction de la quille, mais sur la zone sèche, elle va casser, elle va modifier sa trajectoire. Voilà. Donc c'est un des moyens. Mais après le repère, quand on regarde le repère, notamment sur le premier lancer, en fait c'est un guide aussi qui va servir. Il ne doit pas servir à s'appliquer à passer son repère, mais ça doit être un guide pour jouer en direction de la trajectoire. Pour s'aligner et pour aligner le balancier et l'accompagnement. Ouais, très important. Tout à fait. Merci Yvan pour ce commentaire qui n'était pas du tout hors sujet.
Ok, diapo suivante, Eric. Oui, oui, j'y vais. Hop, voilà. Ok, donc là, ben, on vous a repris en fait les différents repères qui peuvent être utilisés. Donc vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous, hein. Commencez déjà avec trois. Euh, donc il y a le point de sortie, donc ça c'est facile à trouver une fois que vous connaissez la longueur du village, moins 31. Ensuite, il faut trouver un point de focalisation. Alors, ça peut être une quille, ça peut être la gouttière plate, hein, parce que si vous jouez 35, 19, comme on a vu tout à l'heure, la trajectoire virtuelle, elle va passer à droite de la quille 10. Hein, vous serez peut-être même sur le kickback. Hein. Ouais, mais je pense que justement ce point de focalisation, que ce soit la Kid 10, ou si vraiment on a une trajectoire qui est très très haute et où le ratio, par exemple, il est élevé et que je peux écarter la boule sur le bord, donc là, vous imaginez bien, si vous continuez cette ligne droite, vous êtes sur la piste à côté. Presque, oui. Donc, ce point de focalisation, il va surtout, de mon point de vue, hein, par rapport à ce que j'ai pu tester, un moyen, en tout cas pour moi, ça fonctionne comme ça, de m'orienter en fait. C'est-à-dire que je joue une trajectoire, et ben si les pistes sont un peu bloquées, comme on dit, avec un ratio élevé, et que si je continue ma trajectoire, elle va aller sur la piste à côté, bah je vais m'orienter, je vais regarder ce point de focalisation qui est sur la piste à côté pour m'orienter inconsciemment et envoyer la boule sur cette trajectoire. En fait. Tout à fait. C'est comme un guide en fait. Et en fait, ce qu'on peut voir maintenant sur cette diapo, c'est que tout à l'heure, on disait que pour la plupart des joueurs, comme ils n'ont qu'un seul repère au niveau des flèches, c'était un point de pivot. Maintenant, dans ce système, ce qui devient le point de pivot, c'est la latte de sortie. C'est plus le repère au niveau des flèches. Donc, c'est autour de la latte de sortie, hein, qu'on va pivoter pour trouver la poche, en fait. Hein. Il y a une remarque que Yvon qui dit certains joueurs ne regardent pas les flèches, ils regardent les quilles, c'est mauvais comme système. Ah bah, Et complètement insuffisant. c'est-à-dire, il y a pas de mauvais ou bon système. Si le joueur regarde les quilles, si ça fonctionne, c'est un bon système. C'est chaque système est personnel. Tout à l'heure, GG vous a parlé, je vais me remettre là, il vous a parlé de vérifier la boule à la pause, pardon, il était important. Il y en a qui regardent les points. Stuart Williams, par exemple, il regarde les points. Moi, je suis incapable de regarder les points. Donc, si demain, dites, bah voilà, tiens, bah, Stuart Williams ou l'autre, j'ai plus son nom en tête, ou Belmont aussi, regarde les points au moment du lâcher, ce qui est dû aussi à sa posture. Bah, le meilleur joueur du monde, il regarde les points. Il faut faire comme ça. Non, Ouais, c'est comme il y en a certains qui peuvent regarder les quilles et où ça fonctionne. Alors c'est vrai que la majorité des joueurs ne le font pas, mais si c'est un système qui fonctionne et qui permet d'être régulier et être précis sur la trajectoire, tant mieux. enfin, c'est un système qui est utilisé par les débutants ou par les gens qui jouent droit en général. Hein. Mais bon, ça va Ouais, alors arriver au haut niveau. Hein. Ça, c'est. ouais, alors ta remarque elle est intéressante, GG, parce que effectivement, je suis débutant. J'arrive au bowling, je vais prendre ma boule râtelier. La première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder les quilles. Parce que mon objectif, c'est de toucher les quilles. Et ça peut très bien marcher. Mais il y a certainement des joueurs d'open, qu'est-ce qu'ils font par expérience d'un autre sport ou autre. Ils se disent, tiens, bah, il y a la quille 1, ah, bah, tiens, bah, il y a des flèches, bah, je vais viser la flèche du milieu, sans qu'on leur dise. Par Oui, contre, quelqu'un et ça je l'ai vécu par expérience, quelqu'un qui débute et qui regarde la quille 1, par exemple, pour toucher la quille 1, et puis il arrive à s'orienter et être précis. Et là, vous lui dites, vous arrivez et dites, attends, mais c'est pas comme ça qu'on joue au bowling. Hein. Au bowling, il faut viser une flèche et puis il faut viser la flèche 2. C'est le mieux parce que tu vas avoir un angle d'attaque. Donc, le gars, en fait, vous allez le sortir
de ce qu'il a l'habitude de faire. Il va se mettre à s'appliquer, et là, bah, tout d'un coup, il va se mettre à faire des rigoles. Il va perdre du plaisir, il va dire, il me fait chier, lui, avec son repère, là. Avant, ça marchait mieux comme ça, parce que vous l'avez sorti d'un système. Donc, celui qui a l'habitude de jouer avec un système, et il y en a qui sont plus visuels, auditifs ou kinesthésiques, et le visuel, bah, dans le visuel, il y en a qui aiment bien regarder loin, il y en a qui aiment bien regarder près. On laisse faire. Là, on vous parle d'un système où on va pas s'occuper justement de cette trajectoire qui tourne, mais on va que s'occuper d'une trajectoire droite. Et on va le voir sur les vidéos après. Vous allez mieux comprendre comment ça passe. Et donc, il y a Sergio qui nous dit, pour moi, l'important est de ne pas regarder la poche. Ouais. Non, c'est comme les joueurs de foot, hein, les bons avant-centres, ils sont capables de mettre un but en étant dos au but. Ils savent où il est le but. Ouais. Bah, nous, c'est pareil, la poche, on sait où elle est. Ouais, c'est-à-dire que la poche, c'est l'objectif, c'est la cible. C'est que je veux faire strike. Une fois que j'ai défini ça, c'est avec quelle boule je dois jouer et quelle trajectoire je dois jouer. Et ça va justifier mon placement, mon orientation, de jouer une trajectoire droite, et après, basta, j'envoie. Et je m'occupe plus de l'objectif de résultat. Et le plus flagrant est Wes Malotte, effectivement, chercher mon nom. Oui, il y a une ligne de faute. Ouais. Enfin, les points, les lattes à la ligne de faute. Hein. Ouais. Mais avant, si vous le regardez quand il est en position de départ, vous allez voir ses yeux qui font 2 allers-retours, et après il y va. Et après, il ne regarde plus que la latte où il va poser la boule. Ouais. Mais la trajectoire, elle est définie. Hein. Ouais. Alors, on vous a mis un petit repère de latte, en fait, sur le positionnement des quilles. Et si vous voulez vraiment, après, être précis sur le point de focalisation, donc au départ, on va viser une zone, après peut-être une quille, et il y a certains pros et des joueurs qui vont viser à gauche de la quille, en plein centre de la quille, à droite de la quille. Et donc, ça donne une idée beaucoup plus précise, en fait, de l'orientation. Donc, si on est un peu, en plus de ça, pointilleux sur le détail ou à quelqu'un où on est beaucoup dans l'analyse, on peut calculer une trajectoire droite. Par exemple, si vous faites 10, 10, une ligne de jeu toute simple, hein, 10, 10, bah, au bout, si vous faites une trajectoire droite, ça va être 10. Et donc, on voit que la 10e latte, légèrement à gauche de la quille 6. On est légèrement à gauche de la quille 6. Voilà. Et donc, on peut se focaliser beaucoup plus précisément, non pas sur une quille qui est quand même assez large, mais sur un point beaucoup plus précis sur la quille. Normalement, on la divise en 4, hein, la quille. Mais ça, c'est je vous ai mis ça, c'est une évolution du système de visée. Hein. Commencez déjà par viser un point de focalisation précis, une quille ou entre 2 quilles. Et puis après, une fois que vous serez habitué, pour vous perfectionner et vous améliorer, vous pouvez passer à ce genre de système. Mais essayez pas de commencer par ça. Hein. Non, on commence déjà à s'habituer par regarder un point de focalisation. Puis déjà, après une quille, etc., etc. Voilà, donc là, on retrouve les 4 points hein, de focalisation. Donc le principe, voilà, c'est de s'occuper que de la trajectoire en pointillé, de ne pas s'occuper du crochet que va réaliser la boule, le crochet en noir là. Hein. C'est votre lâcher, votre compromis vitesse-rotation et les conditions de jeu qui feront que la boule ira dans la poche ou pas. Hein. Si elle y va pas, il vous reste plus qu'à décaler les 2 repères qui sont plus proches de chez vous, de vous, et bien sûr, ça va changer aussi le point de focalisation. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la latte de sortie qui va servir de pivot. Ouais. Donc voilà la méthodologie. Donc on commence par déterminer la latte de pivot. Hein, vous avez le 1 sur la piste. Donc un huilage à 38 pieds, 38 moins 31. Donc la latte de sortie, c'est la 7e latte. Vous mettez en position de départ, votre position de départ que vous estimez.
et ça vous donne un point de focalisation. Ensuite, vous repartez dans l'autre sens et vous déterminez un repère au niveau des flèches et une latte de pause au niveau de la ligne de faute. Et vous envoyez la boule et vous, en fonction de l'endroit où elle arrive, vous n'avez plus qu'à vous décaler dans un sens ou dans l'autre pour qu'elle arrive dans la poche au lancer suivant. Ouais, et quand vous décalez, vous recommencez le même processus, Ouais. repoint de focalisation qui va être sans Avec doute différents différent, revenir sur donc votre trajectoire droite avec les différents repères de préférence pour vous, hein, soit c'est proche, soit c'est au niveau des flèches, soit ça peut être plus loin. Faites des allers-retours qui va vous orienter et vous lancer sur cette trajectoire. C'est en fait, c'est simple en fait. C'est une routine supplémentaire. C'est simple en fait. Alors, la dernière chose, voilà, le 6e point, qui est lui aussi très important, c'est le principe de ce qu'ils appellent le quiet eye, c'est-à-dire c'est l'œil calme, l'œil tranquille. Ça veut dire que ça consiste à garder l'œil, enfin les yeux, sur chaque repère environ 2 secondes. Donc, pour que ça fasse 2 secondes, il suffit de compter 1001, 1002. Voilà, ça correspond à 2 secondes. Et au départ, hein, quand vous commencez à utiliser ce système-là, je vous conseille de rester 2 secondes sur chaque repère. Et là, votre cerveau va bien s'imprégner de tous ces repères, bien définir la trajectoire. Et plus vous allez être habitué, et plus vous pourrez raccourcir le temps de viser sur chaque repère. Alors, Eric avait mis une précision que, donc ça, c'est des mesures qu'ils ont fait sur différents sports, en particulier au golf. Il faut au moins 1/10 de seconde sans dévier de plus de 3 degrés pour que les chances de réussite soient les plus élevées. Donc, ça veut dire que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on commence à déterminer cette ligne de visée, il faut éviter de cligner des yeux, il faut éviter de bouger la tête. Hein. Il faut que cette ligne de visée soit bien fixe. Plus vous ferez des écarts comme ça, et moins cette trajectoire elle sera mémorisée. Oui, on va le voir sur une vidéo. Il y a José qui me dit afin d'aider à l'école, je pose un tape sur le point de sortie afin que ce repère soit plus facile à visualiser. Effectivement, ça c'est un très bon exercice. Ouais, Et ouais. ce qui peut être intéressant, dès que tu positionnes ce tape-là, c'est dire à l'enfant, bah, tiens, on va d'abord rester sur quelque chose qui va être droit. Par exemple, tu poses le tape sur la 10e latte. Donc, ça va être une ligne droite qui va passer sur la 2e flèche. Et donc, comment je vais m'orienter face à cette trajectoire-là? Et si je continue, tu peux le dire à l'enfant. Les enfants, ils sont assez bons pour ça. Et c'est jamais trop tôt de dire continue ta trajectoire et quel qui tu vois à ce moment-là. Et après, dire ben voilà, tu visualises, tu fais des allers-retours sur cette trajectoire-là. Maintenant, tu pars et tu m'envoies la boule sur cette trajectoire-là. Ben, vous allez voir qu'il va envoyer la boule sur la Vous allez voir trajectoire. qu'il va faire beaucoup moins d'écart. Ouais, c'est clair. Hein. C'est clair. Et vous aussi. C'est clair. Alors, Alors après, ouais, ce c'est qui est la vidéo. vraiment intéressant dans ce système, c'est que vous allez voir, votre accompagnement, ça sera plus du tout le même qu'avant. Donc, votre bras, il va vraiment bien partir vers la trajectoire et non plus vers la quille 1. Alors là, Alors Eric, ça peut être effectivement hein, le tape, il peut être sur le point de sortie, comme le dit Henriette, il peut être plus loin, il peut être au niveau du break, mais il faut que ça reste sur la trajectoire droite, peu importe où est-ce qu'il est placé. Alors on va voir une petite vidéo justement sur le Quiet Eyes là. Donc là c'est une caméra qui est fixée sur le front sans doute et donc qui donne une indication où est-ce que je regarde. On va la remettre plusieurs fois. Donc au début, bah, vous voyez que là,
je vais prendre la boule, donc La boule, ça se balade un peu. Et donc, il se met en position. ouais. Et déjà, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que c'est quand même assez sensible, hein, bien entendu, Ah oui, et que au départ, ça se balade, bien entendu, un peu partout. Et là, donc, il s'est positionné. et Et là, là, on hop, est, il a fait déjà 2 allers-retours de la 10 à la ligne de faute. voilà. Donc là, on va la remettre. C'est bien, hein, même. Donc là, je me positionne. Voilà. Là, je fais des allers-retours. Et là, je me focalise sur la ligne de faute jusqu'à l'accompagnement. Là, on va avoir un deuxième exemple d'un joueur. Donc, Moins la tête va bouger, hein, parce que là, on voit avec la caméra sur la tête, effectivement, ça bouge beaucoup. Mais c'est important que votre tête bouge le moins possible, hein. Donc là, on a vu aussi les allers-retours, crack, au niveau des flèches. ok. Donc là, on voit que le système de visée n'était pas le même. Le premier, c'était plus proche de la ligne de faute. Ouais. Lui, Et il là, était au niveau de la ligne de faute. hmm. Là, il était beaucoup plus stable, hein, le gars, là. Ouais, et des fois, on voit que la tête, hein, elle bouge quand même beaucoup, hein. Ouais. Alors, ce qui est intéressant sur ce joueur-là, c'est que lui, par contre, il est moins focalisé. Ça part un peu plus dans tous les sens. Ouais. Et notamment, il n'est pas prêt, en fait, sur la position de départ. On va le remettre. Donc là, il prend la boule. Là, il se positionne. OK. Et en même temps qu'il se positionne, donc il regarde ses pieds, Attendez. son placement. Là, il va sur la piste. Et ensuite, il revient. Il positionne sa boule. Il regarde sa boule. Il revient ici. Là, ça bouge un peu dans tous les sens. Il essaye de fixer. Et ce qui est intéressant, c'est ça, là. Ici. Tac. C'est que là, en fait, il a une visée qui part complètement à gauche pour une trajectoire qui est beaucoup plus à droite. Et en fait, la tête, elle est partie à gauche. Et ça peut, ça, et là, donc après, il se remet de là, il passe carrément après sur le mur, là, ici. Là, voilà. Pour revenir après, où je reste pas à la ligne de faute, d'ailleurs, je reviens directement. Voilà. Je vais la remettre entière. En fait, votre tête, elle doit rester au-dessus de la ligne de jeu jusqu'à ce que la boule, elle arrive dans les quilles, hein. Donc là, ça bouge beaucoup trop. Ouais. Donc voilà, ça c'était bien. Et là, vous voyez, il se positionne en position de départ. Donc là, il regarde son point où il va se placer. Il se positionne et là, il fait pas d'aller-retour, mais par contre, il reste, il est prêt, il est focalisé sur son repère. Et après, donc ça, c'est un joueur qui utilise pas le système de visée, mais qui s'applique à viser un repère en fait. Une latte, ouais. Là, c'est pareil. Voilà, donc vidéo intéressante et
on n'arrive pas à bien prendre conscience qu'en fait, on bouge la tête dans tous les sens. Et là, en utilisant ça, on s'aperçoit très vite qu'effectivement, ça bouge dans tous les sens. Et on en parlait avec Gégé. Quelquefois, si on a un geste qui a des mouvements parasites ou autres, par exemple, et ça, on vous en a déjà parlé, quand la boule est derrière, et si je ramène la boule pour pouvoir lui mettre de l'énergie, lui mettre de rotation, m'appliquer à poser la boule sur le repère et je ne sais quoi d'autre, bah là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'épaule va faire ça et la tête elle va faire ça. Et là, tout d'un coup, bah, votre champ de vision, il est complètement différent et ça va enlever de la focalisation. Donc là, on est encore dans le contrôle de ce que je suis capable de faire. Quand la boule elle est dans le dos, elle est alignée en direction de la trajectoire, je la laisse redescendre et comme ça, ma tête, elle est bien focalisée, elle reste bien focalisée sur ma trajectoire. Si vous ramenez la boule, là ici, ben, vous êtes dans des mouvements ici au niveau du haut du corps et vous imaginez bien que votre vision, si elle est ici, ben, si vous bougez un peu le haut du corps, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Et le peu de degrés que vous allez avoir ici, au bout, ben, le degré est plus important comme Ouais. une trajectoire de golf. Voilà. Alors, La position de la tête, c'est hyper important. Il faut qu'elle bouge le moins possible. ouais. Elle doit rester pratiquement pendant toute l'approche au-dessus de la ligne de jeu, du prolongement de la ligne de jeu sur l'approche. Alors, Yvan, il nous met un grand commentaire là. Théorie, tu peux même partir du principe que de ne rien viser et faire confiance uniquement à la justesse d'un geste répété des milliers de fois t'apportera une précision, un résultat insoupçonné. Cela s'adresse évidemment, bien sûr, à une population expérimentée, entraînée, mais pour l'avoir testé, les résultats sont étonnants et des perspectives intéressantes. Ce qui est intéressant aussi, merci pour cette remarque, Yvan. Ce qui est intéressant aussi, c'est si, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais quand vous jouez dans le noir, par exemple, quand vous jouez dans le noir, le seul repère visuel que vous avez, c'est l'éclairage qu'il y a dans les quilles. Mais tout le reste est éteint. Donc vous n'avez plus de repères sur la piste. Et c'est intéressant à faire parce que le joueur, la première réflexion assez souvent, c'est ah oui, mais qu'est-ce que je vise? J'ai plus de repères de visée, quoi. Alors je dis après, moi, mon objectif, c'est que tu sois capable de toucher les quilles. Et je me suis aperçu que, donc, d'une part, ça sortait de sa zone de confort. Donc là, sa réflexion, c'était déjà d'aller trouver une excuse en disant, bah ouais, mais là, je vais rater, toi, parce que j'ai plus de repère de visée. Donc déjà, il commençait à me parler inconsciemment, hein, bien entendu, d'excuses. Et moi, je le rassurais, je lui dis, mais je te demande pas de faire un strike. Et tout de suite, je vais pas pouvoir faire strike parce que j'ai plus de repère de visée. Oh, tu es dans une zone d'inconfort, certes, je l'entends, mais commence pas à trouver des excuses. Cherche déjà à lancer la boule, d'observer ce que ça fait, de ressentir quelle sensation tu as eu. Et ça se trouve, tu vas être capable de faire strike, ça se trouve, tu vas être capable de toucher des kicks, comme ça se trouve, tu vas faire une rigole. Mais après, c'est qu'est-ce que tu en fais de ça? Et donc, au fur et à mesure, bah là, vous comprenez bien qu'on s'adapte tranquillement à la situation. Et je suis capable, je joue une boule, et c'est assez surprenant. Je joue une boule, la boule, elle est à droite de la poche, par exemple. Bah, tout de suite, sans regarder ses pieds, il va se décaler vers la droite, ou il va faire un ajustement. Alors que d'habitude, il m'aurait dit, ah mais de combien de lattes je décale? Là, comme il était dans le noir, il pouvait plus compter le nombre de lattes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La boule est arrivée à droite, il s'est décalé à droite, il a rejoué une boule, il a touché la poche. Et après des séries de lancers, donc là, pendant 10 ou 15 minutes, on a rallumé les lumières, et là, il est retourné dans son travers, il s'est appliqué à viser, et là, il était plus dans la poche. Et il a fallu qu'il se réadapte. Et donc, je lui dis, alors, qu'est-ce qui est le plus confortable? C'est de jouer dans le noir ou de jouer la lumière allumée? Et donc, il m'a dit, bah, j'étais plus à l'aise dans le noir parce que je réfléchissais moins. Je m'appliquais moins, en fait. Mais en fait, c'est ce que disait Yvan tout à l'heure, hein, une fois que vous avez cet automatisme qui se travaille, bien sûr, ça ne s'obtient pas comme ça du jour au lendemain, la partie cognitive, pendant qu'on joue, elle disparaît et il faut laisser le corps faire ce qu'il sait faire.
Et dans le noir, une fois que vous avez des automatismes, vous pouvez très bien jouer dans le noir. Ouais. Ou alors, comme me dit Henriette ou encore Jean-Marc là ici, les yeux bandés. Et puis après, ça amène beaucoup. Au début, on est dans le doute, on a cette notion d'espace qu'on n'a pas. Mais après, au fur et à mesure, c'est là qu'on arrive à maîtriser, parce qu'on passe plus par la vue, on passe par la sensation. Et c'est là qu'on rentre véritablement dans la maîtrise du jeu, en fait. Et donc l'augmentation des compétences et de la confiance. Et il y a un autre exercice qui est intéressant aussi, euh, pas en se bandant les yeux, mais simplement déterminer sa trajectoire, faire son approche, et au moment où vous faites la glisse, vous fermez les yeux. Et là, vous allez voir que vos sensations, c'est pas du tout les mêmes, parce que vous ne visez plus, mais par contre, vous vous êtes orienté, votre balancier, votre accompagnement, ils vont partir dans la bonne direction, et ça ne vous empêchera pas de faire strike ou même de faire la quille 10. Parce qu'il n'y a plus cette envie de corriger au dernier moment, et ça vous permet de mémoriser des bonnes sensations. Tout à fait. Donc là, c'est une méthode que vous pouvez utiliser au départ quand vous commencez à travailler le système de visée à 3 points. Vous pouvez vous mettre à la ligne de faute pour évaluer donc cette trajectoire, hein, et ensuite vous vous reculez en position de départ. Ça, c'est pour l'entraînement, hein, évidemment. En compétition, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et en compétition, bah, vous évaluez votre trajectoire depuis votre position de départ. Oui, c'est un exercice qui peut être fait à l'entraînement, c'est intéressant. Et ça rejoint un peu la réflexion de Nadine, que le fait de faire des allers-retours visuels semble aider pour oser jouer. Ah bah ça, hein. Ouais. Mais ça, Nadine, tu peux le faire à l'entraînement. Parce que si tu rates, c'est pas grave. Mais habitue-toi à dire, tiens, je vais pas m'appliquer à viser, je vais visualiser une trajectoire. Donc là, je fais des allers-retours, par exemple sur la qui 10, en jouant 2,5. Et puis, je fais les allers-retours et hop, j'envoie. Et je vois si la boule, elle part bien sur la trajectoire. Et là, tu vas peut-être être surprise en disant, ah, mais je me suis pas appliqué à viser, j'ai réussi à lancer 3 boules de suite sur ma trajectoire. Ouais, bien sûr. En fait, c'est facile. Après, Facile. ce qui devient difficile, et ça s'entend parce qu'on est des êtres humains, c'est de dire, ah oui, mais effectivement, ça paraît facile, mais en compétition, comment je fais? Et je vais pas pouvoir faire ça. Et vous allez voir sur la vidéo, vous allez voir Wendy, je sais pas si elle nous regarde, hein, je lui dis que je passerai des vidéos d'elle. Elle réussit super bien l'exercice, mais après, elle est revenue un peu dans ses travers où en compétition, elle n'arrivait pas à le mettre en place parce qu'elle avait peur que ça marche pas. Bah, c'est parce que c'est pas suffisamment travaillé, c'est pas Voilà. maîtrisé. Voilà. Il faut arriver Et c'était se dire, oui, mais moi, je suis obligé de viser. Parce qu'on retourne toujours dans le travers de vouloir contrôler les choses, quoi, toujours tout, quoi. Si tu fais des allers-retours comme ceci, là, en fait, tu programmes ton cerveau, en fait, sur la trajectoire à faire. Après, ton cerveau, lui, il va diriger les muscles pour ce que tu lui as programmé au départ. C'est comme conduire une voiture. Tu réfléchis pas pour conduire une voiture. ou pour descendre des escaliers, Ouais, on ne réfléchit pas non plus, sinon on se ouais, casse la figure. ouais, ouais. Et par contre, tu dois, ton processus de contrôle, c'est où est-ce que je me place, comment je m'oriente, le choix de la boule, le choix de la trajectoire. Et après, c'est le moyen pour réussir mon lancer, des allers-retours comme ceci. Ensuite, je peux me focaliser un point qui va me guider pour jouer en direction, de marcher en direction. Et après, je laisse faire. Et comme dit GG, effectivement, quand vous êtes sur le point de focalisation, bah, vous allez voir le bras, il va partir tout seul, sans effort, en direction de la boule. Et après, la boule va partir sur la trajectoire. Et si après, vous dites, ah oui, mais toi, la boule n'est pas revenue, Bah, faut ok, bouger. et ben faut bouger, faut s'adapter, faut changer de boule, faut changer de ligne de jeu. Et après, répéter le processus
de la visualisation. Et l'autre avantage, pendant que vous êtes en train de faire les allées et venues sur vos repères, il n'y a pas de doute qui se développe dans votre cerveau, hein. Vous Non, êtes en train de remettre en cause ce que vous allez faire. Ça supprime non. le... hein. Ouais. Ou alors, il fallait voir quelqu'un. Si après, Ou alors, vous, ouais, vous programmez, puis après, s'il y a quelqu'un qui dit, ah ouais, non, perso. non, non, mais moi, je t'ai jamais programmé ça, faut que tu me changes ça tout de suite. Là, c'est qu'il y a une deuxième personne en vous, mais là, on est sur un autre domaine, limite psychiatrique. Euh, pour finir, oui, voilà, les vidéos. Je sais pas, Ouais. c'est la fin. Et donc là, donc c'est des vidéos que j'ai faites avec Wendy. Hein, je lui ai dit que je passerai les vidéos. Et la première vidéo, donc je lui ai demandé sur la vidéo de gauche en haut là, de jouer avec une boule de Strack et de me toucher la Kidis avec la boule de Strack. Donc de jouer une trajectoire droite par rapport à son positionnement. Donc là, elle était obligée, bien entendu, pour pouvoir le réaliser, de lâcher une boule à zéro. Donc, bien entendu, bon, elle n'a pas réussi du premier coup, mais on l'a travaillé pour qu'elle réussisse. Moi, je voulais qu'elle réussisse à lâcher une boule agressive, hein, une première boule, c'est pas une boule de spare, à zéro, et on va voir ce que ça a donné. Donc, boule de Strack, voilà, elle lâche la boule à zéro, et donc la boule, elle touche la Kidis. Et la deuxième vidéo, je lui dis, OK, super. Donc, je lui ai fait répéter, hein, bien entendu, hein, pour bien qu'elle s'apprivoise cette trajectoire droite. Je lui dis, écoute, Wendy, peu importe ce que fait la boule au niveau de la ligne de faute, au niveau de la zone de friction au bout, peu importe où est-ce qu'elle va, tu te refocalises sur cette trajectoire de Kidis. Donc, on a fait une dizaine de lancers pour qu'elle s'habitue bien à cette trajectoire-là. Je te demande juste de changer ton axe de rotation. Donc, tu me joues cette trajectoire en direction de la Kidis, mais tu modifies ton axe de rotation. Et peu importe la boule, ce qu'elle fait, je veux qu'elle aille en direction de la Kidis. Et voilà ce que ça a donné. Donc en fait, c'est son lâcher de strike, hein. La trajectoire, c'est la même, mais la fin de la trajectoire, c'est pas la même. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. C'est qu'elle a envoyé la boule en direction de la Kidis et elle aurait jamais imaginé que la boule aurait eu cette trajectoire à la fin et qu'elle allait faire strike. Pour elle, c'était trop loin. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, et après on va voir une deuxième vidéo, c'est que je leur ai demandé, je leur ai dit, bah écoute, tu joues une ligne de jeu qui soit 5-5, parce qu'on était à peu près sur cette ligne de jeu, et je veux que la boule, elle soit en poche et que tu fasses track. Bah, elle aurait jamais, à mon avis, elle aurait, enfin, peut-être qu'elle l'aurait fait, mais parce que ma consigne, elle est trop dans un objectif de résultat. Et donc, elle serait appliquée, elle aurait mis un certain axe, peut-être trop, peut-être pas assez. Et L'accompagnement, il ne serait pas dans la bonne direction. ouais, ouais. Deuxième vidéo, voilà. Même principe. Alors, je vais mettre le plein écran, voilà. Même principe, mais là, on a changé carrément de ligne de jeu. Là, je lui ai demandé de se positionner aux alentours de la 30e latte, si mes souvenirs sont bons, peu importe. Et donc là, de jouer toujours avec une boule de strike, quatrième flèche et la qui 10. Je voulais qu'elle me touche la qui 10. Donc après plusieurs lancers, elle a réussi. Donc ici, la vidéo en haut à gauche. Voilà, donc un beau lâcher à zéro avec une boule agressive. Et donc Super. ça, je lui ai fait répéter, je lui ai fait répéter, je lui ai fait répéter jusqu'à temps que ce soit automatisé. Donc voilà les derniers lancers, impeccable, la qui 10 toute seule. Et là, même consigne, je lui dis, écoute Wendy, tu me relances la boule sur la même trajectoire sur la qui 10, mais tu me rajoutes de l'axe de rotation, sans te préoccuper de ce que va faire la boule après en fin.
Donc, même trajectoire. Voilà. Donc elle est intéressante, encore une fois, cette vidéo, parce qu'en fait, la boule, elle part bien en direction de la quille 10, mais vu qu'elle a modifié son axe de rotation, bah, il y a un moment donné où elle va sortir de sa trajectoire et elle va être guidée tout simplement pour aller dans la poche. Et ben voilà, tu as résumé pratiquement tout le live. Ouais. En deux vidéos. Et, et donc là, elle était même surprise de, de sa capacité à ce que ce soit aussi facile que ça, quoi. Mais après, elle m'a dit, je ne maîtrise pas assez, j'ai pas assez confiance pour pouvoir le mettre en œuvre en compétition. Et après, on retombe un peu dans ses travers et on s'applique. Voilà. Mais c'est pas Voilà, en voilà. que vous allez acquérir la confiance. Hein. Voilà. Donc, on vous invite, bah, malheureusement, une fois que ce sera ouvert, bah, à lancer des boules comme ça sans avoir un objectif de résultat, quoi que ce soit. Déjà, apprenez à lancer des boules sur les trajectoires. Voilà. Pourquoi pas à zéro. Et là, sur le prochain live, je vous montrerai, j'ai encore deux vidéos où j'ai fait le même exercice avec d'autres joueurs et des méthodes aussi pour arriver à le faire. Et il y a un joueur notamment, comment il est passé d'un objectif de résultat qu'il fallait que sa boule elle fasse strike à un objectif de processus. Mais on voit bien dans l'attitude et même Wendy où c'est pas tout à fait en place et puis elle sent qu'elle ne maîtrise pas, mais ça marche quand même, donc elle se questionne un peu par rapport à ça. Mais c'est un bon exercice et qui simplifier les choses et dire mais en fait au bout du compte qu'est-ce que je m'embête à viser ou qu'est-ce que je m'embête à m'appliquer, en fait c'est tellement facile. Je m'embête à Voilà. faire rentrer la boule. Ouais. Voilà, donc c'est une méthode qu'on vous invite à pratiquer, à réessayer, à rater, à refaire. Et puis plus vous allez le faire, plus je pense que vous allez avoir des sensations comme Yvan nous l'a exprimé tout à l'heure, qui sont tout d'un coup de dire waouh, je suis capable de faire ça moi. Et en fait, ouais, on est capable de faire ça. Ouais. On est tous Alors, capables de faire ça. pour l'instant, vous ne pouvez pas aller sur les pistes. Alors, ce que je vous propose, c'est si vous avez un jardin ou si vous avez un grand couloir, de vous mettre, par exemple, trois petites balles ou trois personnages hein, espacés suffisamment, et vous pouvez commencer déjà à vous habituer à passer de l'un à l'autre hein, pour vous habituer au système avant d'aller sur les pistes. Ouais. Après, sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous n'êtes pas en télétravail, ben, vous prenez votre voiture et puis vous conduisez avec un bandeau sur les yeux. Et... Écoutez pas. Hein. Mais Il y a Patrick qui nous fait une réflexion. si vous voulez avoir le même genre de distance que sur une piste de bowling, vous pouvez aller très bien dans un parc et puis vous mettre trois repères et vous habituer déjà à passer de l'un à l'autre. Tout à fait, oui. Patrick il nous dit j'adore cet exercice rien que pour voir la tête des joueurs qui réussissent. Effectivement, ça surprend toujours. Dire ouais, putain, mais Les attends, premiers surpris. je suis capable de faire ça, moi. Waouh, mais ça y va tout seul, c'est hyper facile. Enfin, il y a tout. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, c'est de dire ouais, coach, toi, c'est super bien. Est-ce que on peut continuer à le refaire, l'expérimenter? Et là, après, on peut augmenter un peu plus la difficulté sur des lignes de jeu qui j'aurais jamais osé. Par exemple, je prends les filles. Elles ont du mal à jouer des lignes de jeu très très hautes. Quatrième flèche, cinquième flèche, voire encore beaucoup plus haut, sixième flèche. Mais restons à gauche de la troisième flèche et sur la quatrième flèche. Le réflexe, c'est toujours de dire ah ouais non mais moi j'ai pas les rotations qu'il faut, je suis pas un mec et ma boule va jamais revenir. Mais si vous regardez bien, on s'en fiche que la boule revienne pas. Que la boule revienne ou revienne pas, on s'en fiche. Et en plus, c'est quelque chose que vous pouvez pas maîtriser. Par contre, si vous jouez quatrième flèche comme pivot, donc là,
comme vous vous dites, bah, ma boule va pas revenir beaucoup, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'aligner sur l'acquis 3 pour un droitier, pour une droitière. Sur l'acquis 3. Donc là, vous faites qui 3, votre flèche du milieu, ça va vous donner votre latte de pause et puis votre positionnement sur l'approche. Ok, vous avez fait ça, donc vous vous positionnez, vous vous orientez en direction de l'acquis 3 et là vous envoyez. Vous allez voir que vous risquez de mettre la boule dans la poche, Ah voire oui, peut-être de mettre de faire ce c'est plein. ou l'acquis 10 peut-être elle va rester. Mais peu importe, mais la boule elle est dans la poche. Et si jamais la boule elle passe à gauche, parce que bah, c'est un huilage court, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'huile ou il y a beaucoup de friction, bah là, vous gardez le même pivot de la flèche 4, mais au lieu de jouer l'acquis 3, bah, vous jouez l'acquis 6. Et là, votre positionnement sur l'approche, il va être un peu plus décalé sur la gauche. Et là, vous refaites, je joue en direction de l'acquis 6, bah là, vous allez voir la boule qui va partir. Et si la première a été à gauche, bah là, elle va être plus sur l'acquis 1. Euh, Et en deux coups, trois coups, tac, tout de suite, la boule est dans la poche. Et vous comprenez bien que là, si vous commencez à vous dire ma boule ne va pas revenir ou ceci, cela, alors que c'est pas une question que de boules qui reviennent ou pas, peu importe. Donc voilà, j'espère que ça, Ça a ouvert de nouveaux horizons. voilà, que ça vous a donné envie de vous entraîner. On vous met un peu dans la frustration. On n'est pas très cool, je sais, mais c'est important, c'est toujours pareil, hein, on partage des informations, on vous donne des outils pour qu'après vous performiez et que vous deveniez meilleur. On va vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Quelques messages, je trouve toujours le bar les yeux fermés. Bah oui, effectivement, c'est l'heure de l'apéro. Philippe nous a laissé un petit message tout à l'heure. Philippe Leoski a dit excusez-moi, je vous laisse, j'ai apéro. Pas de souci. Merci à toutes et à tous. Merci Yvan qui nous dit merci pour le temps passé, partagez vos connaissances. C'est la première fois que j'assiste à une séance live, c'est sympa, beau travail, continuation, amitié, amitié Yvan. Et puis tu peux voir, je vais mettre la diapo d'ailleurs. Hop, 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 cette diapo-là en replay. Tu vas sur la page YouTube de la fédération FFBSQ Live. Et si j'ai un petit conseil à te donner pour toi, Yvan, et pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait un live avec sur les préférences motrices. Te connaissant, Yvan, je pense que ça pourrait t'intéresser énormément. C'était avec quelqu'un qui est spécialisé dans les préférences motrices et qui est aussi spécialisé dans le golf. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a eu une petite modification aujourd'hui, et GG, tu n'es pas encore au courant. C'est que malheureusement, notre prochain live, on ne pourra pas le faire dans 15 jours et il se fera le jeudi 6 mai parce que j'ai un impératif dans 15 jours et puis la semaine prochaine, ça va être un petit peu trop tôt pour moi. J'ai un planning qui est surchargé du fait de l'arrivée de notre nouveau DTN. Donc voilà, tant mieux. Et donc le jeudi 6 mai, ajustement technique et tactique. Donc on continuera sur la lancée. Je vous montrerai, on vous montrera des petites vidéos encore que j'ai faites sur ces systèmes de visée. Et puis on abordera certainement, euh, on va pas aborder les surfaces de boules parce qu'on l'a déjà assez vu. On va commencer à peut-être avoir les ajustements techniques qui sont la vitesse de boule, notamment avec les différentes vidéos. Tu sais, avec le slowboat là, sur les différentes vitesses de boule. Et après, c'est quel type d'exercice vous pouvez mettre en place pour modifier la vitesse de boule. Voilà, voilà, voilà. Et Dominique qui vient d'arriver un petit peu tard, mais pas de souci. Tu arrives quand tu veux, Dominique. Hein, Salut Dédé. l'apéro, c'est peut-être plutôt chez vous, Dédé, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, merci à toutes, merci à tous, merci Aïda encore pour ce flyer. J'espère que tu as terminé ta séance de vélo au bout d'une heure 36. Merci GG. Allez, bah, Merci. écoute, passez tous une bonne soirée et à dans 3 semaines alors. Ouais, d'ici là, on va vous concocter encore un super live.
Bonne expérimentation à vous, déjà sur la visualisation, la compréhension et autres. On est toujours disponible à vos questions si vous avez des questions. N'oubliez pas, vous avez aussi une tonne d'informations sur le site AGG bowlinganalyse.fr Ouais, si vous voulez hein. jeter un coup d'œil. Merci pour votre fidélité, votre participation, et puis on vous dit à dans 3 semaines. Aïda nous a répondu, apparemment, on ne s'est pas blessé, tout va bien. Et merci aux, Bon, et merci aux jeunes d'avoir participé à ce live, les jeunes du collectif, il y a certains qui ont participé. On aura l'occasion avec G, on va vous contacter, on va vous concocter, pardon, un petit questionnaire auquel vous allez devoir y répondre. Voilà. voilà, bah écoute, bonne soirée à tous et à toutes. Salut Eric. Salut GG, à bientôt. On se contacte bientôt. Et puis, bonne soirée à toutes et à tous. Je vous embrasse, on vous embrasse. Et Allez, portez-vous bien. Soyez patients soyez prudents. et prudents. Bye bye. Ciao. Salut.